Bien le bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer rapidement comment faire de la microphotographie dans une explication complète du processus. Donc on va commencer avec le spécimen que l'on vient de récolter et qu'on va étaler, ensuite par la prise de vue et même jusqu'à l'édition pour finir. Donc on commence directement avec le matériel pour l'étalage, donc ici il va vous falloir essentiellement des pinces souples pour manipuler le spécimen, c'est vraiment nécessaire, sans ça vous ne pourrez pas le manipuler sans l'abîmer, c'est vraiment très important d'avoir celle-ci. Ensuite, il vous faudra des aiguilles fines. Moi, j'utilise des 0,00. C'est la taille qui est intitulée comme ça. Vous prenez celle que vous voulez, honnêtement, c'est surtout une question de préférence. Moi, j'aime bien celle-ci. Ensuite, en aiguille, il vous faudra des minuties. Donc, vous avez le choix entre minuties et paillettes pour immobiliser les spécimens. Je préfère les minuties, je trouve que ça rend mieux en photo. C'est plus simple à retirer aussi à l'édition. Simple choix personnel. Ici, j'ai sous la main un spécimen de Cataglyphis iberica pour cette démonstration. Celui-ci a été récolté mourant et plongé directement dans l'éthanol, ce qui l'a gardé plutôt souple et empêché la dégradation. L'alcool doit être aux alentours de 70 degrés, au-delà le spécimen serait trop dégradé, en deçà le spécimen ne serait pas suffisamment conservé. Veillez à ce qu'il ne s'agisse absolument pas d'alcool dénaturé, sinon cela abîmerait aussi énormément le spécimen. Donc comme on peut le constater, il est encore assez souple, je peux bouger les pattes sans trop de difficulté, sans risque de les casser. S'il avait été rigide, trouvé dans un dépotoir d'une colonie par exemple, j'aurais pu le plonger dans une solution de potasse pour ramollir la chitine pendant 1 heure et demie. Donc c'est ce que j'ai juste ici. Attention, pas plus, sinon ça peut carrément dissoudre la chitine et abîmer notre spécimen. Autrement, j'aurais pris une boîte à grillons comme celle que je vais avoir juste ici. Donc là-dedans, on met une couche de sopalin au fond, qu'on vient imbiber d'eau. Au-dessus, on va mettre un petit morceau de polystyrène et on va poser les spécimens dessus, tout en veillant à ce qu'ils ne moisissent pas. On va laisser comme ça pendant 24 à 48 heures pour les ramollir suffisamment. Étonnamment, petite astuce, remplacer l'eau par du produit lave-vitre rend le processus extrêmement efficace. Donc maintenant, passons à la pratique. La première chose sera de piquer le thorax pour immobiliser le spécimen. Donc ici, avec ma pince rigide, je vais prendre la minutie que j'ai sortie un petit peu plus tôt. Là, elle est juste ici, comme vous le voyez, elle est vraiment très fine, elle est même difficile à voir. Je vous assure qu'à l'œil, c'est pas facile non plus. Donc je vais venir tenir le thorax, le plaquer contre la mousse avec la pince souple. Et avec la pince rigide, je viens planter la minutie directement dans le thorax en essayant de bien viser. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant pour manipuler le spécimen entier, je vais tenir par la minutie en utilisant la pince rigide. Ça me permet d'avoir une meilleure prise et pas risquer d'abîmer le spécimen. Ici je suis plutôt satisfait, la minutie semble assez bien centrée. Normalement ça devrait être pas trop mal pour la suite. Donc je la remets au bon niveau par rapport à la mousse pour avoir de l'espace de travail en dessous du spécimen pour planter mes autres aiguilles. Ici ça me semble parfait. Maintenant, on peut commencer la partie un petit peu complexe du processus qui va être de planter une aiguille de chaque côté du thorax entre la première et la deuxième paire de pattes antérieures pour éviter que ce spécimen ne tourne sur l'aiguille, sinon il va trop bouger pendant qu'on essaiera de le manipuler et ce sera impossible de l'étaler correctement. Voilà, parfait. Le spécimen est assez grand donc c'est plutôt facile. Maintenant, je vais attraper les pattes une par une pour les placer correctement. Par habitude, je vais faire de l'avant vers l'arrière. Il n'y a pas de règle précise ici, c'est juste moi qui préfère faire comme ça. Donc là, je vais bien placer une aiguille sous la première articulation de la patte pour la maintenir au bon niveau. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais en prendre une deuxième. Et celle-ci, je vais la mettre un peu plus loin pour la maintenir dans l'axe voulu. J'ai donc un bel angle sur la patte avant. N'hésitez pas à utiliser vos deux mains et à inverser main droite, main gauche pour la pince et l'aiguille. Ce sera beaucoup plus simple quand les aiguilles vont commencer à se multiplier par la suite. Après, on recommence pour toutes les pattes. Je vous accélère ça rapidement.
et voilà qui semble correcte. Je pense qu'elle sera bien une fois en microphotographie. Les pattes ont l'air plutôt bien placées, l'abdomen et la tête aussi. Les antennes ont l'air dans l'axe. Je crois même que l'on voit bien les palpes, donc celle-ci devrait être vraiment très intéressante. Un détail à surveiller au niveau de la dernière paire de pattes est qu'elle ne passe pas devant le pétiole. J'aime vraiment lorsqu'on voit le pétiole sur les microphotographies et souvent ces pattes ont tendance à passer devant si elles sont un peu relevées. Ici je les ai donc vraiment mis en perpendiculaire, voire même légèrement vers le bas. Pour finir cette première étape, je viens placer une petite boîte sur le spécimen afin d'éviter qu'il soit couvert de poussière qui se verrait beaucoup trop en microphotographie et je vais attendre autour de 24 heures vraiment minimum pour être sûr que tout soit bien sec et rigidifié. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre, on se retrouve donc juste après pour retirer les aiguilles et passer au paramétrage de la prise de vue. Quelques jours se sont écoulés, on se retrouve avec le spécimen bien sec, toujours maintenu par les aiguilles. Pour tester la rigidité, je viens pousser légèrement l'abdomen. S'il applique une légère résistance, je considère qu'il est juste assez sec, comme c'est le cas ici. Je viens donc doucement retirer les aiguilles une à une en veillant à retirer en dernière celles qui maintiennent le thorax aligné. Bien sûr, j'essaye de faire attention de ne pas faire bouger les membres. Le spécimen est juste assez sec pour ne pas bouger, mais je peux encore changer l'orientation d'un membre si besoin. Donc c'est vraiment le moment idéal pour la photographie. Il ne reste maintenant plus que les aiguilles maintenant le thorax, et je remarque qu'une patte avait été mal maintenue, elle est repliée sous la fourmi. Heureusement, on va pouvoir la remettre en place, puisque le spécimen est encore légèrement malléable. Donc là, elle est à peu près bien. De ce côté-là, on peut voir qu'elle a vraiment la posture parfaite pour la photo, c'est ça qu'on va essayer d'avoir. Nous voilà donc rendus à la plus grosse partie de la vidéo, celle concernant le paramétrage et la prise de vue. Ici j'ai déjà placé le spécimen sur la mousse puisque vous n'auriez pas pu voir correctement de toute façon. Alors rien de particulier ici, je cherche juste à le mettre bien en parallèle du capteur. Libre à vous de faire comme vous semble avec ce genre de choses par exemple, qui peuvent être intéressantes aussi. Pour cette explication, nous allons essayer de faire quelque chose de simple, comme vous pouvez le voir, qui va être dans ce genre de choses avec le spécimen vraiment parallèle au capteur. Avant d'installer quoi que ce soit, on va vérifier quelques points rapidement. L'appareil photo doit être bien chargé, idem pour les piles du flash puisque nous allons faire beaucoup de photos, et la carte SD doit être vidée pour avoir un maximum d'espace disponible. Concernant le matériel, ici j'utilise un Lumix G7 avec une impression 3D qui va permettre d'y adapter l'objectif de microscope, donc un filetage RMS vers micro 4 tiers. Ici j'utilise un Nikon 4X WD25 plan apochromatique. En plus de faire office d'adapteur, cette impression 3D va aussi éloigner suffisamment l'objectif pour atteindre le grossissement qui nous intéresse. Pour les différentes montures, il existe toutes sortes d'impressions 3D, je vous mets un lien pour ça en description. Et concernant l'objectif, n'importe lequel peut faire l'affaire, il en existe des pas chers sur Amazon, vous aurez aussi un lien pour ça en description. Ici, du coup, j'ai déjà connecté mon appareil photo à l'ordinateur pour en avoir le contrôle sans y toucher, et à côté, j'ai mon logiciel qui me permet de contrôler la CNC, qui va servir de triple rail pour contrôler la position du spécimen par rapport à l'appareil photo sans y toucher. Concernant le réglage de l'appareil photo en lui-même, je vous conseille de le régler en JPEG, ce qui sera beaucoup plus simple et plus léger à traiter pour le logiciel de focus stacking. Et l'icône focus va accepter les fichiers RAW, ce n'est pas le cas de Sderen Stacker qui vous demandera obligatoirement un JPEG ou un PNG, dans tous les cas l'image de sortie sera un pointif. En plus de cela, je vous recommande très vivement d'utiliser un flash Cobra. Ici, j'utilise un simple Godox bon marché, mais je vous recommande d'en prendre un de meilleure qualité. Il existe même des installations avec différents flashs pour avoir vraiment une bonne lumière homogène. Moi, je fais avec ce que j'ai ici. En diffuseur, une boîte de Pringles va faire parfaitement l'affaire, puisqu'elle est réfléchissante à l'intérieur et très légère, donc ça va bien rediriger toute la lumière vers le spécimen, tout en apportant assez peu de vibrations. Notre sujet justement est déjà placé, il s'agit donc de la Cataglyphis iberica que nous avons préparée quelques jours plus tôt. Pour faire office de diffuseur, on va venir placer ce simple accordéon en papier au-dessus de notre spécimen. Je vous recommande vraiment de faire un accordéon pareil, puisque cela crée beaucoup moins de reflets qu'avec un dôme. Ensuite, je vais venir mettre ce qui va nous servir de fond blanc pour cette image. Je l'ai fabriqué en faisant un simple support avec du fil électrique et un morceau de coton placé dessus. Le coton est très intéressant ici pour éviter les reflets et donc les voiles qui peuvent arriver très facilement avec ces objectifs. Je viens le mettre dans les rails juste derrière mon sujet.
Maintenant, place à l'appareil photo, je vérifie juste rapidement qu'il soit bien connecté. Tout simplement, si j'appuie sur ce bouton, normalement la photo est déclenchée. Parfait, c'est le cas. Donc maintenant, je vais venir le placer juste sous le diffuseur et l'aligner le plus parfaitement possible. D'ailleurs, pour remplacer ce système un petit peu trop artisanal de CNC pour les mouvements, je suis en train de travailler sur une autre CNC 4 axes du coup, pour pouvoir vraiment tout contrôler par ordinateur de manière beaucoup plus propre que ça. Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo à ce sujet où je partagerai les plans, les modèles 3D et tout le nécessaire pour le refaire. Désormais tout est installé, je ne suis plus censé toucher au matériel tant que tout se passe bien. La première chose à faire va être simplement de trouver mon spécimen, ce qui peut parfois s'avérer assez complexe à fort grossissement. Ici, j'ai de la chance, j'arrive directement dessus, et je viens faire un petit test photo pour vérifier que tout fonctionne. Ici, parfait, c'est le cas, je remets juste le fond blanc que j'avais retiré avant, et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ici, je vais venir positionner mon point de départ. Pour comprendre, il faut vraiment imaginer que je vais définir deux coordonnées sur trois axes, x, y, z, qui vont former les deux coins opposés d'un pavé droit, et le logiciel va automatiquement venir balayer cette boîte pour prendre toutes les photos nécessaires. Mon point de départ est donc le coin avant, en haut, à droite, donc mes coordonnées x, y, z, les plus basses désirées. Je vais les choisir juste ici. Donc je viens me placer sur l'image que je voudrais comme étant la première, et je vais simplement cliquer sur Set Start, qui va définir mon point de départ. Ensuite, je vais venir placer du coup mon point final. Même procédure, je viens me placer à l'image que je veux comme étant la dernière, donc la plus loin en bas à gauche, et je vais cliquer sur Set End une fois que je suis sur le plan que je veux. Ici, j'ai quand même une petite subtilité qui est que je vais vouloir, pour cette image-là, avoir seulement les pattes avant qui vont être nettes et celles à l'arrière, je vais vouloir les laisser floues. Donc je vais simplement m'arrêter à peu près au niveau du thorax pour la zone nette en profondeur. Maintenant, nous allons pouvoir régler notre lumière. Pour cela, on se remet au milieu en zone nette et on va déclencher pour voir si ça fonctionne. Ici, la lumière semble déjà très bien. Je vais juste monter très légèrement l'ISO. Voilà, c'est parfait. Avec ces paramètres, mon flash est à 1/8, donc c'est super. Il ne va pas surchauffer trop vite et je vais pouvoir accélérer les prises de vue. La prochaine étape va être de paramétrer les pas. Pour cela, je ne peux pas vous donner de paramètres prédéfinis, c'est à vous de tester selon votre installation, votre sujet, votre objectif. Sur la profondeur, il est possible de le calculer à partir de votre objectif et de la distance avec le capteur, mais je ne l'ai jamais fait de mon côté. Pour les autres axes, il est important qu'un minimum de 30 à 40% des plans se superposent pour le panorama de Photoshop, donc je vous recommande de placer un élément distinctif, typiquement un bout de mandibule ou d'antenne, et de déplacer votre plan jusqu'à ce que celui-ci arrive au bord opposé. Après, vous regardez la distance dont vous avez déplacé et ça fera votre pas. Enfin, je règle le délai. Ici, mon flash est à 1/8, donc je vais mettre un délai assez court, donc on va mettre 9 secondes. Je rappelle tout de même qu'il est préférable d'avoir des pas plus petits en cas de doute et un délai plus long en cas de doute aussi. Il vaut mieux que la série dure quelques dizaines de minutes de plus plutôt que se rendre compte à l'édition que les images ne correspondent pas et devoir recommencer plusieurs heures de prise de vue. Maintenant que j'ai mes paramètres en tête, ce que je vais faire, c'est que sur l'axe X, je vais mettre un pas beaucoup plus grand, typiquement 2 mm, et un délai assez court, on va dire 2 secondes. Donc il va y avoir beaucoup moins de photos, ce sera pas suffisant pour faire les stacks, mais c'est pour avoir une ordre d'idée et savoir si oui ou non l'entièreté de mon sujet est pris en photo comme je le voudrais, ou si je dois modifier des paramètres. Typiquement, assez souvent, je vais avoir des pas qui vont être trop grands ou trop petits, donc je vais les ajuster légèrement pour avoir la meilleure répartition possible, et après on va pouvoir passer aux vraies prises de vue. Maintenant, j'ai revu mes paramètres, j'ai modifié quelques petites choses, tout semble bon, donc je vais pouvoir lancer, et je n'ai plus rien à faire, c'est parti. Donc là, on se retrouve du coup sur la partie logiciel pour traiter les images. Donc là, on a toutes nos images ici. Donc là, c'est quand même un stack qui est pas trop conséquent, on n'a pas trop d'images. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les récupérer et les passer sur l'ordinateur. Voilà, donc là, on a tout. Je vais juste virer du coup celles qui ont servi au début, vous savez, pour vérifier qu'on avait bien tout le plan qui était dedans.
toutes celles-là ne nous intéressent pas. Si on regarde, on a juste celles qui vont nous servir. Parfait, du coup ça je vais mettre à côté. Là du coup on se retrouve avec nos images et Helicon Focus qu'on va utiliser juste ici. J'ai la version light, je vous recommande la version pro, je la prendrai juste après, dès que j'aurai fini celle-là. Parce que du coup vous aurez les outils de retouche qui sont vachement utilisés quand même. Ce qu'on va faire c'est que tout simplement on prend les images, tac, on les met là. Là je vous recommande de tester quand même les différentes méthodes de rendu. Moi je suis habitué à utiliser la méthode C avec un lissage à 1. Mais après voilà, selon les photos, il y a des cas où je fais changer le mode de rendu, ça va vraiment varier. Utilisez celui que vous préférez, faites des tests à chaque fois, changez les paramètres, faites des rendus encore et encore. Vous verrez bien ce qui vous correspond le mieux pour chaque image, vu que chaque image est différente. Donc là parfait, on a celle-ci. Oui, elle est plutôt correcte. J'ai pas trop de voile, j'ai pas trop de problèmes de superposition, parce que ayant pris en net seulement les pattes avant, du coup ça évite d'avoir les pattes arrière qui viennent se croiser et créer des problèmes avec le logiciel. Donc là pour le coup je suis plutôt content. Bon ça on a des petits problèmes, c'est mon capteur qui commence à vieillir un peu, peut-être qu'il y a une poussière dessus. Donc ça après c'est pas un problème, ça peut partir rapidement sur Photoshop. Donc là j'ai fait ma première, je supprime toutes ces images qui sont là. Et je viens prendre la seconde pile. Tac, pareil, je les glisse, je lance le rendu. Voilà, donc là, on va voir la dernière, c'est bon. Là, on voit que toutes les images sont bien, parce que s'il y a vraiment quelque chose qui est bien avec Helicon Focus, c'est quand vous avez une image qui a eu un problème, donc par exemple, il y en a certaines qui vont être trop sombres, ou trop claires, ou qui vont être trop différentes des autres, vous allez avoir un petit symbole rouge qui va se mettre à côté de la photo, donc vous le saurez directement. Bon, là, on clique sur enregistrer tout. Donc format TIFF, moi j'aime bien. On va sélectionner notre dossier de sortie, clique sur OK. Ok, là on est bon, on peut fermer ça, et on va ouvrir directement Photoshop. On se retrouve juste après. Maintenant du coup, on se retrouve dans Photoshop pour faire le panorama et l'édition finale, donc on va s'occuper de tout ce qui est petites corrections, couleurs, etc. Donc là on va dans Fichier, Script, charger le fichier dans une pile, c'est important. Et là du coup, on va directement aller chercher nos images qui sortent d'Helicon Focus. On les met là, on ouvre, on laisse faire tranquillement, il faut qu'il charge les images. Là, j'ai toutes mes images. Donc là, directement, on se prend pas la tête, je sélectionne toutes. Édition, alignement automatique des calques. Je mets en automatique, je mets correction du vignettage, distorsion géométrique, comme ça il peut gérer absolument tout. Là, on est bon, j'ai mon image entière, c'est parfait. Je vais venir la recadrer rapidement. Donc j'ai pas envie d'avoir le format d'origine, tac, on va juste faire comme ça. Voilà, très bien. On va mettre comme ça, pas besoin d'aller trop loin. L'image va déjà être assez lourde en termes de taille. Alors sur Photoshop, des fois ça accroche un peu, il y a un petit effet magnétique. Pour l'éviter, vous appuyez sur la touche CTRL et comme ça vous pouvez bouger précisément comme vous voulez. Tac, on va se mettre juste en dessous la patte comme ça. On valide. Maintenant je resélectionne toutes les images. Édition, fusion automatique des calques, panorama. Ça on active aussi. Et on le laisse faire. Et alors là, on a de la chance, c'est miraculeux. Ça fonctionne du premier coup, il n'y a pas de problème. Des fois vos images s'alignent mal ou autre, ça peut être très vite beaucoup plus compliqué. Quand les images s'alignent mal, typiquement il n'y a pas 50 solutions. Vous prenez votre image, vous baissez l'opacité, vous l'alignez à la main. C'est vite très compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? La toute première chose, c'est que là, vous voyez tout ce genre de choses. En fait, à la base, c'est juste un point. Donc typiquement une petite poussière sur l'objectif, ça arrive.
Le problème, c'est qu'avec le stacking, du coup, ça vient le reporter à chaque fois parce qu'il est toujours net, bien sûr. Du coup, on prend l'outil juste là, le correcteur localisé, et on vient les effacer tranquillement. Et bien sûr, on sélectionne l'image qui est juste en haut, sinon ça marche pas. On les efface un à un. Donc là, c'est bon, ça c'est fait. Maintenant, la deuxième chose, ça va être de nettoyer notre spécimen. Donc avec le même outil, on va grossir dessus et on va retirer toutes les petites poussières qu'on peut voir. Ça, selon moi, c'est vraiment le détail qui fait que directement les photos paraissent quand même beaucoup plus propres. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Prenez le temps de bien le faire quand même. Donc voilà, là, on est bon pour les poussières. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si vous regardez bien à quelques endroits, typiquement ici, voilà, où en fait le logiciel ne sait pas bien qu'est-ce qui est devant, parce que on a différentes zonettes qui superposent. Donc on peut pas vraiment le corriger, c'est l'image qui est défectueuse, c'est comme ça, mais on peut essayer un peu de le masquer en essayant de reconstituer les arêtes un petit peu, toujours avec le même outil. Là, typiquement, voilà, c'est pas très... c'est léger, en mettant quelques coups comme ça. Si on arrive au moins à masquer l'arête, ça fait que quand l'image est en entière, ça ne se voit pas trop. J'avais remarqué qu'il y en avait ici aussi. Voilà, c'est pas ce qui... Alors effectivement, si ça vous arrive à un endroit très important de l'image, c'est un problème. Mais là, du coup, c'est pas non plus un problème majeur. Là, je sais pas si ça va être possible de retirer l'aiguille. J'aimerais bien essayer. Donc ce qu'on fait, c'est que là, on vient carrément prendre l'outil lasso. On va sélectionner les zones à chaque fois. On essaye un petit remplissage basique, voir ce que ça donne. Bah là, on a de la chance. Bah voilà, c'est pas trop mal. Tac, on vérifie qu'il n'y ait pas de poussière encore une fois. Parce que ça, je vous l'ai dit, c'est ce qui pardonne pas. Voilà, donc là, on arrive au bout. Ce qu'on va faire, filtre, oula, le filtre caméra raw pour s'occuper de la colorimétrie. Donc c'est 2-3 réglages de base qui sont pas les plus importants. Bon, après, on va aller dans le mélange de couleurs. Et on va s'amuser à changer un peu notre colorimétrie pour faire ressortir certains éléments. Là, typiquement, je trouve que le rouge des antennes est un poil trop rouge, donc je vais un peu l'oranger. Inversement, les oranges, je vais les tirer un poil vers le rouge.
Là, on est pas mal. On va valider. Il y a un petit truc qui me chafouine, c'est que j'aimerais bien un peu changer la forme. Qu'elle soit un peu plus quand même parallèle. Ça se fait pas trop imprimer avec Photoshop, tac. Surtout quand j'ai un fond uni comme ça, c'est très facile. Juste à resélectionner. Je valide. Là, je vais venir sélectionner tranquillement les bords. On va cliquer sur remplir. Ça se fait assez facilement normalement. Donc là, on est bon, on a un beau résultat. Je vais fusionner tout ça pour être tranquille. Voilà, parfait. Là, on a notre image. On va juste ajouter. Donc après, faites le vôtre. Notre petit watermark. Petit filigrane. Tac, on le met là. Et bam, on peut exporter directement. Donc là, par contre, l'image risque d'être assez lourde. Parce que bah, du coup, c'est une très grande zone de travail, 8000 par 4000. Pas tant que ça. Là, elle fait 40 mégaoctets, on peut l'exporter directement. On lui donne un petit nom, donc moi je m'embête pas, je prends la dernière photo et j'augmente le chiffre. Et on enregistre. Et voilà, normalement maintenant, vous savez faire vos images. Voilà notre image terminée, donc vous n'avez plus qu'à la poster où vous voulez. Maintenant, vous savez faire des images de microphotographie. Vous avez vu évidemment que c'est que de la triche, de la retouche. Les images qu'on avait de base n'avaient rien à voir, mais c'est fait de tout assembler ensemble. Maintenant, on arrive à quelque chose de bon. Si vous regardez en description, normalement, je vous ai mis des liens vers un peu de matériel, quelques logiciels intéressants. Je vous ai mis typiquement l'impression 3D. Je vous invite après à regarder aussi d'autres vidéos. Je vais vous mettre aussi quelques chaînes YouTube en description que vous pouvez regarder qui sont intéressantes. Pour vraiment vous renseigner au maximum. Il y a quand même quelques personnes extrêmement calées dans ce domaine que vous pouvez regarder qui sont très intéressantes, beaucoup plus intéressantes que cette vidéo. Mais là, le but, c'était vraiment de faire les bases, globalement, histoire d'avoir une idée. Pour le faire aussi de manière abordable, surtout ça ici, parce qu'après, ça peut vite coûter beaucoup plus cher. D'ailleurs, justement, là, en ce moment, j'ai en fabrication une petite machine qui va permettre de contrôler les 3 axes, plus le grossissement directement par ordinateur. Dites-moi simplement si ça vous intéresse, si vous voulez que j'en fasse une vidéo là-dessus aussi, pour vous expliquer comment le refaire chez vous, vous donner les plans, les modèles 3D, tout ce qu'il faut pour pouvoir le refaire à moindre coût.